Je suis Blair Gordon et je vais être votre hôte pour la conférence d'aujourd'hui. Le nom de ma compagnie, c'est Industrial Swine Systems et je suis le concessionnaire de gestal pour la province de l'Ontario à l'ouest du Québec au Canada. La conférence d'aujourd'hui, ça a rapport avec la mortalité des truies et notre conférencier, c'est le Dr. Carlos Pinheiro. Notre programme aujourd'hui va être en deux parties. La première partie, c'est une présentation qui dure environ 30 minutes et la deuxième partie sera une discussion en panel. Nous vous invitons à soumettre vos questions dans le clavardage. Ces questions auront soit des réponses fournies par le conférencier ou les panélistes. Avant de présenter le conférencier, je voulais remercier nos commanditaires pour cette conférence, Demeter et Nutrition Athéna. Merci beaucoup pour votre appui. Maintenant, commençons avec la conférence. Carlos Pinheiro est un vétérinaire qui travaille à la ferme de recherche porcine près de Segovia, en Espagne. Depuis les 18 dernières années, il a été le directeur de PigChamp Pro Europa, qui spécialise dans les systèmes d'information, la production animale et la santé animale. Carlos aussi fait de la recherche sur des fermes commerciales dans la région, sur la production, l'alimentation, la santé, la gestion, le bien-être et l'environnement. Le Dr. Pinheiro est un expert dans la gestion des données et l'analyse de la productivité de la santé. Ce qu'il aime faire, c'est de mélanger la science avec l'utilisation correcte des données. Il gère aussi près de 20 projets de recherche appliquée. Carlos est responsable pour 23 publications dans des revues scientifiques, près de 100 articles de conférences scientifiques et 5 chapitres dans des livres se spécialisant dans la production, la régie, la santé, l'environnement. Sans plus tarder, je vous présente le Dr. Carlos Pinheiro. Merci beaucoup, Blair, pour la gentille présentation. Pour moi, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler d'une des préoccupations que nous avons dans l'industrie en ce moment. Et je vais essayer de partager mon expérience de même que des données qui pourraient nous aider à mieux comprendre comment gérer ces préoccupations. Alors, je vais partager mon écran et pour les 30 prochaines minutes, je vais parler des facteurs qui causent peut-être ce problème majeur. Alors, premièrement, on va essayer de comprendre pourquoi les truies sont différentes aujourd'hui, qu'est-ce qui cause la mortalité des truies, quels sont les impacts économiques de la mortalité des truies, quelles ont été les tendances et les facteurs de risque les plus importants. Aussi, certains commentaires à propos des lésions qui sont associées. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette préoccupation de la mortalité des truies? Alors, ce n'est pas surprenant que je dise que les truies sont différentes aujourd'hui. Bon, les truies sont différentes pour plusieurs raisons, mais elles sont différentes parce que, entre autres, elles sont plus grosses. Bon, ça veut dire qu'elles ont des exigences en nutrition plus élevées, mais elles sont plus productives. Ça veut dire aussi qu'elles ont des exigences plus élevées, soit pour le développement en gestation, mais aussi la production de lait en lactation, parce qu'elles ont plus de porcelets et qui devraient être plus lourds aussi au sévrage. Mais pour ce qui est d'augmentation de l'alimentation dans ces truies-là, on sait que les races sont différentes, mais en général, il y a un manque d'énergie et de nutriments et ceci cause un risque plus élevé. Et en général, il y a une plus grande variabilité pour ce qui est de la performance et des exigences. Parfois, on dit « Ah, il faut nourrir plus les truies. » Oui, mais quelle truie? Quelle race? Plus jeunes, les plus vieilles, les cochettes? Il n'y a pas seulement des différences entre les truies à cause de ces facteurs-là, mais aussi entre les porcheries. Parce que, bon, les porcheries utilisent des lignes de reproduction différentes. Bon, l'état de la santé aussi, le type d'installation, le type de régie aussi, cause de variation. Et aussi l'impact de la météo, des saisons. On a vu que durant les dernières décennies,
Bon, certains d'entre vous qui ont vu ces 30 dernières années, vous vous souvenez que dans les années 80-90, environ 20 porcelets sévrés par truie par année, c'était bon. Mais maintenant, c'est rendu à 30. Bon, la croissance de la portée par jour, c'est environ 2 kg en 1980. Maintenant, c'est de 3 ou plus de 3 kg par jour. Mais on a vu que la survie des porcelets, elle, par contre, n'a pas vraiment changé depuis les années 80. Environ 80%. C'est encore la même chose aujourd'hui. Mais les animaux sont différents. Et pour ce qui est de la productivité, cela signifie aussi qu'il y a certains problèmes. On a vu au début, en tout cas, je vais donner plus de données, mais la mortalité, le pourcentage de truies euthanasiées augmente. Il y a plusieurs chercheurs qui l'ont constaté durant les dernières années. Les taux de remplacement deviennent de plus en plus élevés, près de 50, même 65% parfois dans certaines fermes. On voit que les portées sont moins homogènes. Il y a plus de variabilité, non seulement parce que on a des porcelets plus petits, certains ont une moins grande viabilité parce que ça a rapport avec ce qu'on appelle le Intrauterine Growth Retardation, IUGR, par exemple, cette tête en forme de dauphin. Aussi, la mortalité pré-sévrage augmente et aussi le nombre de jours non productifs qui augmente récemment. Pas dans la lactation, bon, le nombre de journées productives ou de journées non productives, c'est l'inverse, là. C'est stable, mais on voit que le nombre de jours productifs dans les 5 dernières années a diminué jusqu'à 7 jours de plus de jours non productifs, qui est un gros impact, environ 3 $ par jour, donc 21 $ par truie par année. Mais pourquoi est-ce que les truies meurent? Qu'est-ce qui fait qu'une truie meurt? Est-ce que c'est quelque chose qui se produit aléatoirement? Non. C'est pas juste que la truie est morte comme ça, non. Dans la plupart des cas, ça a rapport avec ce qu'on appelle les stresseurs. Le stress et les stresseurs. Le stress, il y a plusieurs définitions. Il y en a une qui, j'aime bien la définition, c'est la réaction biologique qu'on voit chez un individu lorsqu'il y a une menace à son homéostase. Ça pourrait ne pas avoir de conséquences, mais normalement, ça a des conséquences, le stress et la détresse. Les conséquences sur le bien-être, la santé de la reproduction et la performance de reproduction. La réaction de l'animal, c'est d'abord comportemental. Fight or flight, la fuite ou le combat. Aussi, le système nerveux central réagit. Il y a plusieurs systèmes. Aussi le système neuroendocrine et le système immunitaire. Et à cause de ces stresseurs qui sont tout le temps présents, et normalement pas seuls, mais en combinaison, durant toute la vie de la truie, bon, par exemple, il y a les stresseurs sociaux, bon, les groupes d'animaux, dans ce cas, c'est les truies, on peut les mettre en groupe dans la gestation, ou par exemple, on ne respecte pas la densité de stockage. Aussi le stress immunologique, qui est vraiment un des mieux définis. Bon, viral, bactérien ou mixte, c'est un énorme stresseur. Bon. Après le social, l'immunologique, il y a aussi le stress de transport, la distance, la qualité du transport. Ça, c'est un autre stresseur. Aussi les stresseurs physiologiques. Par exemple, la mise bas, on sait que les porcelets, les sévrés, c'est aussi un stresseur. Aussi, la régie, par exemple, la castration, la taille de la queue, aussi les traumatismes. Alors, tous les stresseurs reliés à la régie. Maintenant, psychologique, bon, l'isolation, la soumission, bon, par exemple, les truies dominantes qui causent dépression, et aussi les gens qui travaillent avec les animaux qui peuvent causer stress. Et finalement, les stresseurs environnementaux, par exemple, la température trop élevée, trop basse, l'humidité, la lumière. Alors, toutes ces choses-là génèrent la réponse de phase aiguë. Et ça a un impact gradué. Ce qui signifie que si l'animal n'est pas capable de sauver, il va y avoir des conséquences. Bon, par exemple, quelques grammes de croissance qui sont perdus ou quelques grammes d'efficacité alimentaire qui diminue, bon, les petits symptômes précliniques. Mais si ça empire, là, on commence à avoir des conséquences sérieuses. Bon, des diminutions de croissance grave, la perte des conversions alimentaires, des symptômes clairs, des maladies et finalement
Si l'animal n'est pas capable de surmonter ces stresseurs, ça peut mener à la mort ou à l'euthanasie. Maintenant, les aspects économiques des mortalités détruites. Ça fait des années qu'on le sait, l'impact, facile à comprendre. Bon, les pertes directes de la valeur de l'animal, parce que l'animal est mort, et bon, on n'a pas de valeur-là, mais aussi des coûts d'opportunité, parce que nous avons perdu l'occasion, des avantages que cet animal-là aurait générés. Bon, et il faut aussi rajouter des cochettes. Et ça, c'est un risque à cause de l'entrée de ces cochettes. En plus du coût, c'est normalement bien d'accepter qu'une truie commence à être payante à partir de la troisième parité pour des mises bas engraisseurs et pour des mises bas à sévrage, c'est la quatrième parité. Et les plus meilleurs rendements sont entre parité 5 et 9. Une autre façon de bien le décrire, c'est que chaque 1% d'amélioration pour la mortalité détruite, ça veut dire 0,25 porcelets par femelle saillée par année ou environ 22 sous par porcelet produit. Mais il y a une étude récente que j'aime bien de Ketchum en 2021 qui dit que ça va au-delà de ça, la perte économique. Ça inclut le développement de la cochette, le coût de vaccination, de l'alimentation, les pertes des portées. Et ça veut dire que c'est environ 1 000 $ par truie, ce qui est probablement un impact beaucoup plus élevé que plusieurs d'entre nous auraient attendu. C'est pas seulement une idée, une imagination, une émotion. Non, non, ça se passe vraiment. Durant les dernières années, nous avons fait une analyse. Bon, nous avons une banque de données de clients avec qui nous travaillons, environ 1 demi-million de truies dans notre banque de données. Et on a vu que 2014, à partir de 2014, les choses ont changé. Et ça change de façon significative. C'est pas parce qu'on dit que ça augmente, là. Il y a vraiment une tendance marquée sur cette augmentation de la mortalité chez les truies. Il y a aussi un effet saisonnier. Bon, les truies ne meurent pas à chaque mois en même quantité. Dans notre cas, ça, c'est donné de l'Espagne. C'est plus élevé au mois d'août, bon, le mois le plus chaud. Et novembre, là où il fait plus frais, c'est là où on peut voir que les mortalités sont les plus faibles. Mais en général, c'est pas clair. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui cause cette tendance à l'augmentation de la mortalité des truies. C'est pas la même chose qu'on a vu dans d'autres études. Bon, les États-Unis, les SMS, que dans la même période de 2015, ça a presque doublé de 5,8. Bon, le pourcentage de mortalité pour les truies à un petit peu plus de 10%. Et si on applique les techniques de prédiction analytique, ça nous dit que probablement ça devrait continuer à augmenter. On devrait s'attendre à une augmentation si on ne fait rien. Il faut faire quelque chose, bien entendu, parce qu'on ne veut pas que ça continue. Alors, si on compare l'Espagne avec les États-Unis, on a mis tout ça ensemble et on a fait une analyse complète pour voir s'il y avait quelque chose derrière les données qui pourrait nous dire un peu qu'est-ce qui se passe. Et on a vu que le pourcentage de truies mortes par année en Espagne est plus faible, d'environ 3 points, que le pourcentage de vente de truies par année est plus élevé, environ 7 points aux États-Unis, avec moins de truies, environ truies envoyées à l'abattoir et presque 9 jours de non productifs de plus par année aux États-Unis, considérant 3 $ chaque, environ 27 $ aux États-Unis. Et malgré tout ceci, on est capable de produire près d'1 porcelet de plus par année, environ 0,8. Et bien sûr, ceci représente un des autres systèmes de production. C'est pas tout le pays, là, mais moi, je pense que c'est une bonne idée. Ça donne une bonne idée avec un bon ensemble de données. Et on peut voir que le 3% représente ce 0,8 de porcelets supplémentaires sevrés par année. Bon, ce que j'ai parlé au plan. Alors, les données s'agencent bien. Alors, en se basant sur ceci,
Nous voudrions comprendre pourquoi les truies meurent. Alors, on a commencé à travailler avec les clients, les données, essayer de voir quels facteurs ont plus d'impact. Est-ce que c'est la parité? Est-ce que c'est la saison? Est-ce que c'est la production, la performance reproductive de la truie ou du troupeau? Et est-ce qu'on peut avoir de l'information quantitative? Alors, on a fait une étude avec 121 porcheries, près d'un demi-million d'enregistrements, et on a tout mis ensemble pour essayer de comprendre ceci. Et on a trouvé plusieurs facteurs de risque qui semblent expliquer cette tendance. La première, c'est qu'on a trouvé que les truies meurent plus à un certain moment de leur cycle. Ça, c'est la mise bas et la lactation. On peut voir aussi le risque de mortalité. Et ici, les semaines avant ou après la mise bas, ça, c'est la semaine de la saillie, et on peut voir que le risque de mortalité est environ à 2 durant toute cette période de gestation, mais ça augmente la semaine avant la mise bas. Et ça remonte jusqu'à 4 ou 5 fois de plus haut vers la fin de la lactation. Et ensuite, ça rediminue. Alors, on voit qu'il y a vraiment une période de pointe où il y a une probabilité plus élevée de la mortalité d'une truie. Pour ce qui est de la parité, on a vu, une fois de plus, un pattern très clair. C'est plus en lactation qu'en gestation, mais si on regarde la gestation, on voit qu'il y a une courbe en forme de U. En d'autres mots, les cochettes et les truies plus vieilles meurent plus. Même chose pour la lactation. On voit cette courbe en forme de U. Les plus jeunes et les plus vieilles sont plus à risque. Ça a aussi rapport avec la performance du troupeau en général. Si un troupeau performe mal, le risque de mortalité est plus élevé. Et si on y pense, bon, c'est intuitif et logique parce que le troupeau, s'il ne performe pas bien, c'est parce que, bon, on ne s'occupe pas bien de la nutrition, de la régie ou de la santé. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont avoir une influence sur la performance et la mortalité. En fait, on peut quantifier que le risque est environ 50 à 60 plus élevé si on compare des troupeaux à faible performance avec ceux avec bonne performance. Alors, l'effet est très clair. Et on peut aussi le voir dans chaque parité ici. Vous voyez la différence, ça c'est la probabilité qu'une truie survive. Bon, 1, ça veut dire la truie va survivre, la cochette dans ce cas-ci. Non, 1, c'est la vie, et 0, c'est la mort, avec certitude. Et vous pouvez voir dans les semaines après la saillie, avec le temps, comment cette probabilité descend et elle est plus faible dans les troupeaux avec une moins bonne performance, soit chez les cochettes, soit chez les P6. Alors, il y a un effet aussi relié à ça. Et comme je l'ai mentionné, la saison, c'est un autre facteur. Lorsqu'on divise l'année en 4 trimestres, on a vu que les risques de mortalité les plus faibles, c'est dans le trimestre là où les températures sont les plus douces. Les plus élevées, c'est dans le trimestre le plus chaud et les deux autres sont entre. Alors, ça semble bien que c'est clair aussi qu'un des facteurs, c'est la saison pour la mortalité des truies. Mais on a essayé d'étudier ça encore plus. Et récemment, on a publié cet article dans le Journal of Animal Science et on a mis en correspondance les données de reproduction avec les données météorologiques. Bon, AEMET, c'est l'équivalent d'Environnement Canada là, pour l'Espagne. Et on a colligé ensemble les données des fermes avec les stations météo les plus proches pour cette ferme-là. Et on a vu quel était l'impact pour essayer de quantifier qu'est-ce qui se produisait. À cause de la température, et dans tous les indicateurs clés de performance, les KPI en anglais, incluant, le taux de mise bas, ainsi de suite. Alors, on a vu plusieurs choses intéressantes. Bien entendu, on a vu que la température a un impact sur les résultats de façon importante. Bien sûr, il y a une relation inverse avec le nombre de porcelets sévrés, on s'adonne à ça, où les cochettes sont les plus sensibles. Ça pourrait avoir rapport avec ce qu'on a vu auparavant. Les truies plus jeunes meurent plus. Et on a défini un genre de seuil à partir de quelle température quelque chose change, quelque chose de produit, parce que ça, on veut avoir des conseils pratiques en fin de compte. C'est pas juste l'étudier pour qualité des nuages. Non, on veut livrer des conseils pratiques
pour les producteurs. On a vu qu'en utilisant la régression logistique, on peut prédire certaines choses, incluant les intervalles du sévrage à la reproduction et d'autres, et l'effet est clair. En se basant sur la température quotidienne maximum, ça a un impact sur tous les indicateurs clés de performance. Ici, j'en ai pris un taux de mise bas, et puis voir la différence des comportements des truies plus âgés ou des jeunes truies. Et puis voir la pente des courbes. Bon, ce facteur-ci, lui, nous a surpris. Bon, les morts-nés, ça a rapport au risque de mortalité à toute parité, parce qu'on a vu que lorsqu'il y a 0 mort-né ou moins de 3 morts-nés, il n'y a pas vraiment d'effet. Ça n'augmente pas la mortalité des truies, le risque de mortalité des truies. Pas à ce moment-là, en tout cas, de leur vie. Mais ça se produit à toute parité, comme vous pouvez voir. Il y a quelque chose qui se passe. S'il y a plus 3 ou plus de porcelets morts-nés, il y a un effet clair. Le risque de mortalité pour la truie se multiplie presque par 2,5 ou 3 fois, dépendamment de la parité. Pourquoi? Au tout début, on n'était pas trop sûr, mais les morts-nés, bon, parfois ça a rapport avec un problème dans la mise bas, ou parfois ça a rapport avec une infection, parfois c'est quelque chose qui pourrait mener à des problèmes subséquents. Alors, c'est quelque chose qui a un rapport avec la probabilité de mortalité d'une truie. Bon, qu'est-ce qu'on a trouvé comme lésion dans une truie qui est morte ou qu'on a euthanasiée? Il n'y a pas tant d'études que ça qui ont été faites à ce sujet. Moi, j'aime celle-ci. C'est fait en Finlande. C'est assez récente, 2019. Et c'est intéressant parce que la première chose que les auteurs disent, c'est qu'il n'y a pas encore de méthodologie ou de protocole qui est standardisé pour gérer ce sujet. Eux, ils ont pris 15 fermes et jusqu'à 65 truies avec une nécropsie complète. Ils ont défini les raisons primaires et secondaires pour la mortalité. La raison primaire, c'est celle qui explique pourquoi une truie est morte. Et secondaire, c'est une raison, une lésion qui est là, mais qui ne cause pas directement la mort. Ils ont aussi essayé de trouver les découvertes, les raisons pathologiques, mais ils ont aussi posé des questions aux fermiers. Non seulement ils ont fait l'autopsie, mais ils ont demandé aux fermiers pourquoi est-ce que cette truie-là est morte selon vous. Et ça a donné des résultats intéressants que je vais vous expliquer plus tard. Alors, l'étude décrit plusieurs choses qui ont plus rapport aux problèmes dans les truies plus jeunes ou dans d'autres, des truies plus âgées. Les maladies inflammatoires sont plus présentes chez les truies plus âgées, jusque la moitié des truies plus âgées. Mon inflammatoire locomoteur, c'est plus important pour les parités 0 à 1, mais une chose plus importante, c'est que ces résultats associés avec les systèmes locomoteurs, c'est dans 91% du temps, avec plus d'un type de lésion dans plus d'un emplacement. Ça nous dit qu'il y a plusieurs défis pour ce qui est des lésions dans le corps de ces truies qui sont examinées. Toutes les truies, sauf une, avaient un autre type de lésion, des lésions qui, normalement, n'auraient pas causé la mort, là, mais qui sont quand même présentes. Alors, toutes ces truies, sauf une. Et ce qui était trouvé le plus souvent, et ça, pour moi, ça a été une des découvertes surprenantes, c'est que 71% avaient des problèmes de dentition. Bon, l'usure, maladie périodontale, fracture, et presque 63%, il y avait l'ostéochondrose. Bon, voici un joint, là. Ça, c'est une photo que moi, j'ai prise durant une nécropsie d'une truie. Et la première chose que je me suis dit, c'est, en regardant ça, c'est, zut, j'ai fait une erreur avec le couteau, là, j'ai sacré un coup de couteau dans le joint ici. Non, ça, c'est vraiment l'ostéochondrose dans ce cas-ci, c'est grave. Et c'est présent, en basant dans cette étude-là, dans presque 2 tiers des truies. Bien sûr, il y a d'autres problèmes comme les lésions de peau, pneumonie, cystite, mais c'est moins important que les deux. Alors, quelque chose qui, bon, maintenant, à chaque fois que je fais une nécropsie d'une truie, c'est quelque chose que maintenant j'examine et il faut le surveiller plus souvent, c'est regarder la dentition.
Si on voit ou si on accepte que 71% des truies mortes ont des problèmes de dentition de différents types, incluant les fractures dans près d'un quart du temps, normalement pour plusieurs dents, ça augmente avec l'âge, maladie périodontale, 26% des cas avec périodontie, gingivite, etc. Normalement, ce sont des choses douloureuses qui fait que la truie pourrait arrêter de manger ou manger moins des situations qu'on voit. Bon, c'est quelque chose qu'on comprend pourquoi cette truie-là ne mange pas. Eh bien, peut-être qu'il faut regarder sa dentition. Bon, ces maladies-là, même s'il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Une autre partie, c'est la boiterie. La boiterie, c'est cité dans plusieurs des articles scientifiques reliés à ce problème de rétention plus faible de truie ou de mortalité plus élevée, surtout l'ostéochondrose, surtout dans les jambes, les pattes avant ou arrière ou les deux, et surtout dans les joints à l'épaule et au coude. Plusieurs personnes pensent que c'est pas la raison principale, non, mais il faut quand même regarder ceci parce que le plus grand pourcentage a rapport à ceci. Et c'est comme un cercle vicieux parce que lorsqu'on a la boiterie qui a moins de prise d'aliments à cause de la douleur, la mauvaise mobilité, les stress, bon, il y a une perte de poids, des ulcères sur le dos, des ulcères sur les un estrum, plus d'utilisation de médicaments, mauvaise fertilité. Bon, toutes ces choses-là s'influencent les unes les autres. Et en fin de compte, ça ne dérange pas qu'on commence à un bout à l'autre du dessin, là. À la fin, ceci augmente le risque de réforme ou de mort pour la truie. Et nous, on dit que la boiterie, c'est très général, là, mais une truie qui a de la boiterie, il y a environ 7 raisons qui peuvent causer la boiterie pour une truie. L'ostéochondrose, le principal, bon, la croissance excessive des talons, bon, les craques dans les sabots, la minite, et bien sûr, la boiterie infectieuse. C'est un petit pourcentage pour le dernier, mais c'était quand même là. Alors, il faut prendre ceci en compte parce que tout ceci nous raconte une histoire. Peut-être ça n'a pas que la régie ou la nutrition, mais tout ceci mène à cela. Et quel est l'impact de la boiterie? Très élevé. Une autre étude, qui une fois de plus a utilisé près d'un demi-million d'archives, à propos des truies qui ont été réformées à cause de boiterie récente. On peut voir que la parité à la réforme était plus faible, 3,4 versus 4,9. Nombre de porcelets nés vivants, plus bas, 41 quelque chose versus 60,7. Nombre de porcelets sevrés, 38 versus 54. Alors, si on regarde les autres moyennes, incluant la parité, le sévrage de la première reproduction, l'intervalle, c'est plus élevé, 6,5 versus 5,8 pour celles qui ont la boiterie, moins de porcelaine nés vivants, porcelaine mort-née plus élevé. Et ça, c'est l'impact de ce qu'on voit. On voit une truie qui boite et on dit, une truie qui boite. Mais parfois, n'oubliez pas cet effet gradué, là. Parfois, c'est pas assez fort ou assez grave pour dire que c'est une truie qui boite ou l'euthanasier en tant que truie avec la boiterie, mais ils vont perdre des ovocytes, des follicules ou moins de lait. Et ceci nuit à la production. Alors, en résumé, c'est impressionnant. On perd beaucoup de porcelets à cause de ceci et probablement c'est sous-estimé pour la raison que j'ai expliquée plus tôt. Bon, si on parle de l'euthanasie, dans ce cas-ci, c'est regroupé dans les jours entre le sévrage et l'insémination. Vraiment qu'on attend d'avoir sevré les porcelets avant de faire la réforme. Bien entendu, il faut qu'on puisse euthanasier la truie, mais à récupérer les porcelets, la condition, le score de la condition corporelle est moins bon et les signes cliniques les plus fréquemment observés avant la réforme à cause. Ce sont les auteurs de cette étude scientifique, c'est la boiterie, l'incapacité de se tenir debout, en gros, c'est pas la même chose, c'est très relié, et l'inappétence, qui pourrait être relié à la douleur ou
des problèmes de dentition ou quoi que ce soit. Et de façon intéressante, pour ce qui est des perceptions des agriculteurs, 55% avaient mal deviné la raison de l'euthanasie ou de la mortalité de la truie. Alors, 15% des fermiers avaient raison, mais 29% en partie avaient raison. Alors, ça veut dire que les fermiers et les agriculteurs, souvent, n'ont pas la bonne idée sur qu'est-ce qui cause la mortalité des truies. Maintenant, je voudrais vous parler d'un des stresseurs, parce que la période de gestation ne devrait pas être une période stressante. Dans plusieurs des cas, moi, je comprends que les gens n'aiment pas nécessairement les ESF, les DAC, parce que ça cause des problèmes. Mais nous, on a utilisé... Il y a des gens qui disent que ce n'est pas la meilleure option. Et moi, j'aimerais vous montrer un petit vidéo qui montre le type de stress causé par l'alimentation si le système électronique n'est pas le bon ou il n'est pas bien conçu. Alors, voici... j'aimerais ça que vous puissiez entendre, non seulement voir les trucs, mais les entendre. L'interprète dit, on n'entend pas les truies, mais... Alors, vous pouvez voir que les animaux crient, ils se mordent, ils se battent pour avoir la nourriture. C'est ce que nous avons dans nos fermes, dans nos porcheries, dans certaines porcheries de nos clients. Dans cette période que vous voyez ici, sur l'évolution de la mortalité, et nous avons changé pour des groupes plus petits et des groupes mieux gérés. Grâce à Gestal, on a vu que cet indicateur, la mortalité, a baissé d'une moyenne de 15, 14 à 7 à 8%, où on est rendu maintenant. Alors, éviter les stresseurs, comme j'ai mentionné précédemment, durant la phase de gestation, la période de gestation, il faut qu'il y ait peu de stress. Une grange de gestation doit être silencieuse. Et parfois, on ne regarde pas ça, mais c'est très important. Et c'est pas seulement une émotion ou une croyance, là. Voici un excellent article scientifique de Ohio State qu'ils ont publié en 2018. Et eux ont évalué ces petits groupes de truies et ce système. Ils ont utilisé une fois de plus le Gestal 3G et ils n'ont pas pu trouver de différence d'impact négatif, soit pour la portée ou dans la productivité, à cause de l'utilisation des ESF, les DAC. Et ils disent clairement que les agressions ont diminué. Et, par exemple, les périodes de mordillage ont diminué dans la période de gestation de la première à la deuxième période de gestation. Alors, c'est quelque chose qu'on peut voir très clairement. Dernier commentaire à propos de la période de lactation, c'est probablement la période la plus difficile pour la truie. C'est très pénible. En fait, c'est un stress métabolique. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les porcelets croissent 3 kg par jour. Ça, c'est 3 fois le taux d'un bon finisher qui peut croître 900 grammes ou 1 kg par jour. La truie génère 3 kg par jour pour ce qui est de viande, pour ce qui est de la production laitière. Et l'apport en nutriments ne couvre pas ça. C'est très difficile de couvrir ceci et c'est de 70 dans les conditions optimales. Mais pour une truie, de 21 jours, normalement aux États-Unis et au Canada, et jusqu'à 25, 26, 28 jours en Europe, ça génère de 30 à 40% de la masse corporelle d'une truie dans une seule lactation. Alors, ça prend beaucoup de protéines, de lipides, de micro-minéraux, de vitamines d'énergie et transformer tout ça en ces 3 kg par portée par jour. Si on n'est pas capable de faire ceci, c'est quelque chose qui va causer des problèmes comme ce type d'ulcère sur l'épaule et le système n'est pas bien choisi, n'est pas bien géré. C'est fait à la main et c'est pas fait correctement. Et c'est quelque chose, on va trouver ceci. Et ceci a des conséquences très importantes. Bon, c'est intéressant parce que Dan Brett dit que les truies doivent manger comme ceci durant la lactation ou la parité.
Mais il y a environ 20 ans, une magnifique étude qui a été publiée par un professeur japonais qui disait que durant la lactation, les truies mangent de 6 façons différentes. Ça, c'est la plus fréquente, comme on peut le voir ici dans la théorie, les brochures de reproduction. Mais la chose intéressante, c'est que ce professeur japonais a décrit que 2 de ces patterns-là d'alimentation ont des conséquences sur les cycles subséquents. Plus long intervalle de sévrage de la reproduction, moins de porcelets, avec une faible répétabilité. Ça signifie que chaque truie mange selon un de ces 6 patterns. C'est pas aussi clair qu'on voudrait que ça soit là. Nous, lorsqu'on regarde qu'est-ce que certains des systèmes que nous avons sur le marché en ce moment, comme Gestal, Solo, c'est vraiment un magnifique système. On voit que ce professeur-là avait raison il y a un quart de siècle. Et on peut voir qu'une truie mange comme ceci en bleu. On peut le voir. Ce que la truie mange, correct, et ainsi de suite. Ça, c'est une bonne truie. Un problème avec la mamite, ça monte, ça descend ou même une réaction au vaccin. Et ça a rapport aussi au nombre et la taille des follicules qui, à un certain moment, sont générés. Pour le prochain cycle, on peut voir ici, les plus gros et plus, et moins. Ici, ils sont plus petits si la truie ne mange pas non seulement les bons aliments, mais avec le mauvais pattern d'alimentation. Alors, pour résumer, c'est un problème mondial qui a tendance à augmenter, où que vous soyez sur la planète, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie. C'est une perte directe qui est un résultat de plusieurs facteurs. Il y a plusieurs choses qui expliquent la production et les mortalités sont une conséquence de l'accumulation des stresseurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est d'éviter ces stresseurs. Ici, il utilise la paille. Les systèmes de livraison de paille, ça peut aider beaucoup. Ou si on peut éviter, ça c'est des cochettes dans la période la plus chaude de l'été, éviter ces facteurs de risque que nous avons mentionnés ou surveiller ces facteurs de risque. Mais la ventilation pour les animaux qui sont plus sensibles, regardez les truies plus jeunes et plus âgées. Faites attention si vous avez des fermes avec des moins bonnes performances ou regardez s'il y a 3 ou plus de morts-nés dans les portées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et je vais terminer avec ça. Surtout, il faut qu'on essaie d'anticiper, de mettre l'accent sur les facteurs de risque que nous avons mentionnés, surveiller les salles de mise bas. On a vu que c'est plus difficile pour les porcelets que pour les truies. Faire la révision. Regardez les nombres de morts-nés, vérifier les truies et les cochettes et celles qui ont un risque plus élevé. En d'autres mots, faites travailler vos données pour vous. Regardez bien la période avant la saillie, non seulement une bonne nutrition, bons microminéraux, ne donnez jamais les aliments qui sont donnés pour les finishers. Enregistrez les données, parce que parfois c'est une phase oubliée. On ne connaît rien à propos des truies. C'est important d'enregistrer l'âge, les chaleurs, les problèmes de santé. Et en général, faites la promotion du bien-être des truies. Ces stresseurs sont difficiles, non seulement parce que l'animal pourrait souffrir. C'est sûr que c'est un point de vue éthique, mais c'est que l'énergie, les protéines, là où vous dépensez votre argent, sont gaspillées parce que l'animal s'en sert pour surmonter les stresseurs plutôt que de croître. Alors, il faut essayer de minimiser la douleur chronique ou continue qu'on peut voir dans certaines périodes et
impliquer le personnel de la porcherie, toujours. Sans eux, vous ne pouvez pas améliorer la situation. Ils doivent comprendre les truies. Il faut qu'on les forme pour qu'ils comprennent les truies, faire la promotion de l'empathie envers les animaux. Bon, détecter les signes précoces de douleur, de boiterie, de crainte, de soumission, ainsi de suite. En Espagne, on dit que parfois, on voit pas la forêt à cause des arbres. Bon, les truies sont devant nous à longueur de journée et elles nous parlent, mais on n'est pas capable de comprendre ce qu'elles nous disent. Alors, il faut vraiment, dans les truies en groupe, là, de comprendre les animaux et de fournir ce bien-être qui, en fin de compte, mène à une meilleure production et plus d'efficacité et bien sûr plus de compétitivité. Souvenez-vous que l'Europe a le taux le plus élevé, les normes les plus élevées pour le bien-être des animaux avec les truies en groupe et maintenant on peut produire mieux. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin d'avoir peur et surtout en particulier avec ces systèmes qui sont bien éprouvés. Nous pouvons vraiment changer et éliminer ces gros problèmes. Alors, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que certaines de cette information sera utile pour vous pour qu'on puisse contrôler et améliorer l'efficacité de la production et la productivité de nos fermes en diminuant la mortalité des truies. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci pour avoir participé à cette partie du sommet gestal des truies. Je suis Blair Gordon et je vais être l'animateur de la discussion de panel qui s'ensuit. D'abord, je voudrais remercier nos commanditaires pour le programme d'aujourd'hui, Déméter et Nutrition Athéna. On vous remercie sincèrement. On apprécie votre soutien pour notre sommet. Maintenant, j'aimerais inviter tous nos participants à envoyer leurs questions pour nos panélistes. Si vous voulez que votre question soit pour un certain membre du panel, veuillez l'écrire dans votre question. Veuillez utiliser la section Q&A en bas de votre écran et pas le clavardage ou le chat. Alors, c'est Q&A et pas le chat. Peut-être pour démarrer les choses, je pense que je poserai une de mes propres questions pour les panélistes. Et sentez-vous bien libre d'y répondre. Si moi j'étais pour poser, la plupart des nutritionnistes comme Dan, c'est le coût d'un point de conversion alimentaire sur une porcherie de 4000 truies, je suis sûr qu'ils pourraient me le dire. Alors ça, c'est ma question. La diminution de mortalité de truies, 1%, ça vaut quoi pour une porcherie de 2500? Je peux essayer d'y répondre. Je pense que Carlos a mentionné cela un petit peu. C'est pas facile de mettre des valeurs en dollars sur la mortalité des truies. On l'a regardé dans le passé et il y a des données des SMS que Carlos a mentionné. Et lorsqu'on a fait nos calculs, on a eu à peu près le même chiffre. Environ 1% de mortalité, environ 25 000 $ ou 30 000 $ pour une porcherie de 2500. Alors, 10 ou 12 $ par truie environ. Mais je pense qu'on a manqué une partie de l'impact sur la performance avec le temps. Ça fait plus de mortalité, et Carlos en a parlé, là. Ça va donner des porcheries moins performantes et à cause de mortalité élevée, bon, c'est peut-être mauvaise régie ou une mortalité élevée. Alors, il y a des facteurs confondants, mais au moins de 40 à 50 sous par ou 10 ou 12 $ par truie, 25, 30 000 $ par année pour une porcherie de 2500. Alors, 3-4 %, ça devient des gros chiffres. Et il y a aussi la main-d'œuvre. Pour les employés, c'est pas facile de gérer la mortalité aussi. Alors, c'est un autre facteur qui n'est pas comptabilisé en dollars, mais c'est là quand même. Oui, merci. Oh, je voudrais faire un petit commentaire à propos de ceci. Le pourcentage de truies qui meurent, bon, qu'on doit euthanasier, c'est probablement la partie la plus spectaculaire. C'est la pointe de l'iceberg. Mais lorsque je vois une ferme qui a une problème de mortalité, moi, ce qui me préoccupe plus, c'est qu'est-ce que je ne vois pas, ce qui est sous l'eau, si on peut dire. La situation de douleur, la situation où il manque des repas ou des petites pertes tout le temps finissent par s'accumuler. Et c'est plus difficile à quantifier. En fait, plusieurs truies sont réformées parce qu'il y a un manque de productivité, mais qui est beaucoup plus important lorsque vous considérez tout. Alors, bien sûr, la mortalité, c'est un très bon indicateur, mais c'est aussi un indicateur de d'autres choses qu'on fait de travers. Alors,
regardez bien les chiffres à propos de la mortalité, mais n'oubliez pas que c'est la pointe de l'iceberg. La partie la plus importante, c'est ce que vous ne voyez pas, les choses que vous faites mal dans cette porcherie-là. Et si je peux ajouter à ceci, l'interprète s'excuse, la qualité du son est très mauvaise. Taux de remplacement 50%. Il n'y avait pas autant d'animaux à choisir. Alors, est-ce que c'est une mauvaise régie? La mortalité détruite. Maintenant, c'est plus difficile parce que vous n'avez pas le choix. L'interprète s'excuse et sa connexion est très mauvaise. Je m'excuse en passant pour tout le monde a rencontré Carlos durant la présentation, mais j'avais demandé aux panélistes de se présenter eux-mêmes. Alors, j'aurais dû le faire au début. Et je vais peut-être commencer les dames en premier. Karine, oui. Et j'habite maintenant au Manitoba. Mon diplôme, je l'ai obtenu en 2008. Et je travaille sur une équipe de 9 personnes. Je travaille sur la santé, la production, le bien-être, la régie pour une compagnie. Et on travaille au Manitoba, Saskatchewan, au Canada et le Dakota du Nord aux États-Unis. C'est environ 100 000 truies et c'est plusieurs fermes de différentes tailles, plusieurs lignées génétiques et manifestement gérées par différentes personnes. Alors, la mortalité des truies, c'est quelque chose que je me concentre en tant que vétérinaire et j'essaie de comprendre les variations et pourquoi on voit toutes ces variations dans nos systèmes pour essayer d'améliorer les choses. Bien. Martin? Martin Bonneau, un des propriétaires de Demeter Services vétérinaires. J'ai mon diplôme en 92, travaillé pour une compagnie de production, une compagnie génétique, en tant que directeur de production pendant 10 ans. J'ai commencé ma propre pratique. Mon partenaire Sylvain Mercier en 2005 et aujourd'hui, notre groupe, nous avons un groupe d'environ 15 vétérinaires partout au Canada et on gère environ un tiers des parts au pays. Alors, je suis content d'être ici. Merci. Dan? Oui, Dan Bussière de Québec. Je suis un des propriétaires de groupe CRS. On a commencé en 2004-2005. Beaucoup de recherches sur la production. On gère environ 5 millions de porcs ici au Canada et aussi impliqué en Chine avec un groupe là-bas. Et comme Karim l'a dit, ou Martin, on a des problèmes de mortalité des truies. Bon, c'est une préoccupation pour nous. Alors, c'est bien d'avoir une chance d'en parler avec le groupe ici et d'entendre vos points de vue à ce sujet aussi. Bien, merci aux panélistes. Bon, je vais continuer. Nous avons une question de Amanda que je vais lancer au groupe. Quelles sont certaines de vos idées de pourquoi les cochettes sont souffrent plus de la chaleur? Est-ce que ça pourrait être qu'elles ne mangent pas assez à cause du stress thermique ou vous n'avez pas les réserves corporelles pour compenser? Eh bien, je pourrais essayer. Après, essayer d'y répondre. C'est intéressant. Nous avons 2 périodes chaudes en Espagne. Alors, c'est les plus jeunes et les plus vieilles qui souffrent de la chaleur. Et ça rapporte surtout à plusieurs stresseurs qu'on sous-estime pour les cochettes. On dit que les cochettes devraient mourir moins, mais probablement qu'il y a plusieurs choses, surtout en rapport avec de mauvaises régies ou qu'on ne gère pas les besoins nutritifs qu'elles ont, qui met une couche de stresseur par-dessus une autre couche de stresseur, et ceci augmente le risque. On le sait parce que, bon, les cochettes, c'est l'avenir de la ferme, ce sont des animaux très importants, et parfois, c'est comme un trou noir. On ne sait même pas. On ne sait presque rien à propos des cochettes dans plusieurs fermes. Il n'y a pas d'enregistrement à propos de s'il y a un traitement ou pour s'assurer qu'on fasse les choses correctement. Parfois, c'est très difficile parce que on dit tous que c'est très important, mais on a très peu de données à propos de cela.
Alors, probablement, ces deux choses, et surtout, je voudrais parler de la partie nutritive, non seulement pour les nutriments. Parfois, on voit certaines fermes qui donnent à manger aux cochettes avec des growers in finishers, des alimentations qui n'est pas acceptable. Bien sûr, c'est important la quantité de microminéraux, surtout pour les joints. On a vu qu'il y a beaucoup de joints, de problèmes avec les joints plus tard. Mais il y a quelque chose qui est très difficile. C'est quelque chose que je vois sur plusieurs porcheries. Chaque agriculteur, même autre collègue, en fait, ils ne savent pas souvent comment la cochette mange parce que c'est fait au hasard et on n'en sait pas assez. Alors, probablement, on sous-estime certains des facteurs de stress on pense qu'ils sont mineurs, mais en fait, ils ne le sont pas. Alors, probablement, il faut qu'on s'occupe pour plus attention pour ce qui est des soins en général et aussi, s'il vous plaît, obtenez des données sur les cochettes. Elles le méritent. Je suis d'accord sur ça. Et je pense qu'on s'occupe pas assez de nos cochettes. On les prend pour acquises. Bon, on élève nos cochettes. Elles sont plus sensibles au stress thermique. Le réserve corporelle peut être moins élevée. C'est encore un animal qui grandit. Mais il faut qu'on prenne mieux soin de nos cochettes. Et l'acclimatation et comment on amène des cochettes dans le troupeau aussi, c'est important, l'acclimatation des nouvelles cochettes au troupeau. Quelque chose à rajouter? Oui, comme je mentionnais, l'acclimatation, il y a plusieurs raisons pour la mortalité des truies, mais moi je suis d'accord que parfois on les voit comme maintenant elle est mature parce qu'on a la reproduction, mais elle croît encore jusqu'à quelques parités de plus, alors peut-être qu'on sous-estime cet effet. Et oui, la maladie que vous avez, peut-être c'est mineur. Il y a d'autres petites bibites qui peuvent aussi avoir des maladies qui peuvent avoir des impacts, même si ce ne sont pas des maladies majeures. Oui, ça a du sens. Bon, une question aussi. Le facteur principal, et ça, c'est peut-être dirigé plus pour Martin, mais vous avez tous le savoir, là. Le facteur principal de sélection pour plusieurs compagnies génétiques, ça a été le nombre de morts vivants, de nés vivants. Est-ce qu'il y a une différence entre les races pour ce qui est des morts-nés? Very good question. But I would say one of the main thing with une des choses principales, comme Carlos en a parlé, le nombre de morts-nés, c'est très intéressant à voir, mais indirectement, ça ramène l'attention pour la qualité de la régie. Ça rapporte avec la mise bas et s'assurer que les gens fassent bien leur travail pour, oui, avoir une meilleure mise bas pour ces truies-là. Et ensuite, indirectement, ça va faire que ces truies-là vont mieux manger après la mise bas. Alors, pour ce qui est de la génétique, moi, je dirais, c'est assez difficile à dire. Bien sûr, la true va produire, certaines truies produisent plus de porcelets que d'autres, mais en général, la mortalité, lorsqu'on regarde cela, les truies qui produisent le plus, bon, je devrais dire, les troupeaux qui produisent le plus ont tendance à avoir moins de mortalité en général. Plus la productivité est élevée pour la porcherie, bon, ils tendent à être aussi les meilleurs pour ce qui est de la mortalité des truies. Alors ça me dit que ces truies qui produisent beaucoup ont probablement besoin de plus d'attention. Mais si vous leur donnez cette attention-là, si vous donnez des soins, si votre personnel est capable de reconnaître les problèmes plus rapidement, eh bien, je pense que vous allez avoir un gros avantage. Et comme Carlos l'a dit plus tôt, à propos de la boiterie, l'inflammation, moi, je ne pense pas qu'on le détecte assez rapidement et probablement qu'on ne traite pas assez bien, assez tôt, et on aboutit avec un gros problème. Alors oui, la mortalité, c'est beaucoup plus que la génétique. Si je peux rajouter quelque chose, on parle beaucoup de cela dans les dernières années à propos d'avoir des lignes de génétique. Comme Martin l'a dit, on a des mortalités élevées dans toutes les génétiques et des mortalités faibles dans toutes les génétiques. Alors, un point que je voudrais faire, qu'on n'a pas parlé, c'est l'augmentation dans le prolapsus. Toutes les choses qui n'ont pas que le prolapsus, c'est très important. Et il y a certaines compagnies génétiques qui ont été signalées comme étant il y a plus de problèmes avec ça. Mais comme Carlos l'a dit, tout augmente le prolapsus.
Alors, la sélection génétique, ils ont changé la façon dont ils font la sélection ou amélioré la sélection des génétiques, et ceci a mené peut-être à plus d'animaux à risque pour une raison ou une autre. En même temps, on a une meilleure performance. Alors, on a plus de défis d'un côté, plus de production de l'autre. Il faut trouver le juste milieu pour s'assurer qu'on puisse gérer cela. Mais moi, je pense que l'aspect génétique, ça pourrait être vrai, mais c'est partout. Alors, il y a d'autres facteurs. Oui? Vas-y, Martin, désolé. Non, juste une autre observation. Lorsque vous regardez les gens qui ont des installations de recherche, on a tendance à avoir plus de gens, plus de présence, plus d'expérience qui travaillent dans ces installations-là. Et on a une meilleure performance. S'il y a plus de chercheurs dans la bâtisse, ça améliore la session. Là, il y a quelque chose. Il faut retourner aux éléments fondamentaux, le back to basics en anglais, et avoir une meilleure formation et comprendre, être capable de reconnaître les stresseurs. C'est une chose importante. Oui, bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Les gens, c'est tout. La théorie, c'est bien beau, la théorie, mais en pratique, c'est ça qui est important. Et je ne veux pas oublier de dire que on a introduit dans plusieurs des analyses que nous avons faites, bon, certaines, j'en ai parlé de certaines d'entre elles, mais on met toujours la ligne génétique dans le modèle, et ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de direction. Ça veut dire que l'effet, en gros, est le même. Ça pourrait varier la quantité de l'effet. Moi, c'est quoi la taille de l'effet? Mais en général, un PIC ou un Topix ou un Hyper ne se comportent pas différemment. Les effets sont les mêmes. Ça peut être un peu plus prononcé pour une génétique ou l'autre, mais ça nous donne un indice. Les truies sont des truies, bien sûr, elles sont différentes parce que les races sont différentes, mais pas si différentes qu'on définirait des protocoles différents d'une génétique à l'autre. C'est une bonne nouvelle parce que si ce serait le contraire, ça serait impossible de faire de la régie. Martin? Yep. I just wondered if you wanted to add in on that. Oui, je voulais juste savoir si tu voulais rajouter quelque chose. Non, ça va, merci. On a une question ici de Jared. Il dit, selon vous, où doit-on commencer pour concevoir des expériences pour explorer ces choses-là, comme par exemple la prise d'aliments, la boiterie, ainsi de suite? Eh bien, c'est 10 questions en une, selon moi. Et c'est une très bonne question. Oui, une chose, moi, qui m'emballe beaucoup, c'est que maintenant, nous avons des nouveaux équipements, nouveaux outils qui nous permettent de faire de la recherche pratique appliquée, la recherche appliquée. Traditionnellement, si vous vouliez faire un essai dans une ferme, je ne dis pas que c'est un cauchemar, mais c'était très compliqué, ça prenait beaucoup d'efforts. Et en ce moment, on a des magnifiques outils avec un petit peu de connaissances classiques et un bon suivi. On peut, moi, je ne dirais pas transformer la recherche sur les fermes, là, mais on peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement. Alors, on a besoin de cette combinaison de connaissances classiques des vétérinaires avec la compréhension des fermes et un petit peu de connaissances de ces nouvelles technologies, entre autres l'électronique et la précision, l'alimentation de précision. Alors, moi, je dirais que c'est une excellente occasion pour nous de comprendre mieux les animaux. On dit aux agriculteurs, bon, il faut qu'on vous forme, vous devez comprendre mieux la truie, mais parfois, moi, je dirais pas qu'on est aveugle, mais on ne comprend pas vraiment comment la truie mange. Par exemple, moi, j'aime bien la position du professeur Bruno Silva du Brésil, qui lui dit que la différence entre comment une truie mange, il est capable de choisir soit dans la lactation, la gestation, ou comment on les alimente, parce que nous, on leur donne au moment où nous, on est dans la porcherie. Alors, il y a beaucoup de stresseurs, dont le bruit, qui peuvent expliquer la mortalité de ces truies. Ces choses-là peuvent être mieux comprises dans les années à venir avec nos connaissances classiques et avec ces magnifiques équipements pour l'alimentation qui arrivent sur le marché en ce moment. Eh bien, un commentaire à propos de la recherche. Ce n'est pas facile de faire de la recherche sur les truies. Si vous regardez la mortalité, c'est pas facile non plus.
si vous allez sur une ferme expérimentale, ça prend beaucoup d'animaux. Alors, ce qu'il faut regarder d'abord, c'est obtenir les données, comme Carlos l'a présenté. Bon, les morts-nés, par exemple, quels sont les facteurs qui causent la mortalité. Et ensuite, on peut retourner, faire de la recherche sur ces facteurs-là. Alors, mettons qu'on diminue le nombre de morts-nés. Si on peut diminuer le nombre de morts-nés en faisant de la recherche, on sait que ça peut aider à diminuer la mortalité. Si on peut diminuer le prolapsus en faisant de la recherche, et on sait qu'on peut diminuer la mortalité. Si on a une façon de diminuer la boiterie, on sait qu'on va diminuer la mortalité. Alors, c'est pas seulement regarder la mortalité, mais aux facteurs qui sont en jeu et obtenir des données pour mieux comprendre et ensuite faire de la recherche sur ces facteurs-là. Et comme Carlos l'a dit, on a l'équipement pour le faire, on a la technologie pour en faire plus et plus rapidement. Et on le fait. On a 2 fermes expérimentales, nous, et on fait de la recherche sur la mortalité. On doit comprendre les facteurs qui causent la mortalité et faire de la recherche sur ces facteurs-là. Mais il faut qu'on comprenne mieux ces facteurs aussi en obtenant des données des fermes commerciales comme Carlos le fait, comme le US Research Project pour l'Iowa State, toutes ces études-là. Je vais suivre cela. On a une question de Jennifer Brown. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'enregistrement des raisons pour la réforme ou la mortalité? J'ai une réponse rapide. Il faut qu'on standardise. Parce que si chaque agriculteur enregistre la mortalité de sa propre façon, et que moi je peux appeler ça une mort soudaine ou catégoriser ça comme étant inconnu ou pour la même chose, alors on a besoin de quoi? 5-6 raisons. Il faut que l'association des vétérinaires ici ou là, ou quoi que ce soit, mais on a besoin de standardiser, parce que sinon, c'est presque impossible de vraiment comprendre ce qui se passe. Anyone else? Quelqu'un d'autre? I think that would be a good start. Ce serait un bon commencement. Oui, la standardisation. On essaie de standardiser nous-mêmes. Je peux vous dire que c'est intéressant, mais peut-être que vous avez un bon système, vous avez 6 catégories, mettons, mais il faut s'assurer que les gens qui travaillent dans la porcherie comprennent, étiquettent la truie correctement. Et comme Carlos a dit, souvent, il y a plus d'une raison. Et même en tant que vétérinaire, parfois, c'est difficile. On arrive sur la ferme, on dit, je ne sais même pas comment je catégorise ça. Mais je pense que si on peut simplifier et former les gens, vous trouvez la raison primaire, et ça devrait être le moins souvent possible inconnu, et la mort soudaine, c'est vraiment la mort soudaine. Alors déjà, ça aiderait tout le monde dans l'industrie de mieux comprendre les mortalités de truies. OK. Yep. Oui. J'avais une question ici de Steve. Vous pensez sur les facteurs primaires qui influencent la maladie périodontale, nutrition, qualité des moulés et mordillement. Alors, vous pensez sur les facteurs primaires pour la maladie périodontale. Moi, je dirais que je dirais pas que ça va une surprise, là, mais presque. Parce que moi, je ne m'attendais pas que c'était un problème dans une truie. Mais lorsque vous voyez que 71% des truies avaient des problèmes de dentition, des lésions comme les êtres humains, et je n'ai pas mentionné là, quand j'en ai fait ma présentation, mais apparemment, dans les truies plus âgées, ça a plus rapport avec les fractures, mais des truies plus jeunes, ça a plus rapport avec des lésions à cause du stress parce qu'elles mordillent tout, presque tout. Alors, c'est pas seulement, bon, en tout cas, c'est une surprise dans un sens, mais ça nous dit 2 choses. Un problème de santé dentaire, c'est une situation très douloureuse pour la truie et probablement plusieurs truies considèrent les lésions pour les joints et les lésions dentaires. Elles souffrent, ces truies-là? Elles souffrent trop, tout le temps. Et deuxièmement, c'est un stresseur qui pourrait nuire à la performance. Alors, on peut dire que c'est comme une cerise sur le sundae, en tout cas, je ne le savais pas, mais ça nous montre que ces animaux-là souffrent continuellement. Et c'est indésirable parce qu'un animal qui souffre ne produit pas. Bien sûr, c'est impossible. On n'a pas de dentiste pour les truies, là, mais moi, ça m'a fait comprendre mieux quelle est la situation lorsqu'une truie... Il y a plus de truies que je pensais qui souffrent trop de douleur. Makes sense.
Oui, ça a du sens. Blair, il y a une autre chose que je ne veux pas oublier. Suite à l'expérience européenne, c'est une situation difficile et j'aimerais clarifier de ce côté-ci de l'océan. C'est la question, bon, parce que c'est classique et j'ai vu 3 ou 4 questions reliées à ça dans le clavardage à propos de ça. C'est groupe ou en enclos. C'est une façon difficile de présenter la question. C'est pas des trucs en groupe, c'est le type de groupe que vous choisissez. Parce que c'est très différent. Si vous décidez de regrouper les truies et juste les nourrir sur le plancher ou d'utiliser des gros groupes de 60, 80 ou 100 ou les petits groupes, ce sont des histoires complètement différentes. Alors, c'est important de parler. Si vous voulez passer des enclos à des truies en groupe, il faut décider correctement en regardant les avantages, les désavantages de chaque système, pour ce qui est de la complexité, pour ce qui est des rendements. Quelque chose que je dois expliquer ici, c'est viser des systèmes qui offrent des données de qualité. Sans ça, vous ne comprendrez pas les truies, surtout en gestation. Alors, évitez la question truie ou enclos, un truie en groupe ou en enclos. Il faut avoir des bonnes données versus des enclos sans données. En tout cas, moi, c'est comme ça que je dis que la question doit être posée. Qu'est-ce qui vous donne les meilleures données? Lorsque les truies en groupe, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, les gens ont fait ça de la façon la moins chère avec un rétrofit de porcherie qui n'existait pas. Bon, ils n'ont pas augmenté les pieds carrés. Alors, je pense que le groupe n'était pas bien conçu. Aujourd'hui, on espère de mieux concevoir les groupes. Alors, il faut avoir un système de truies en groupe bien conçu devrait bien fonctionner, mais la mauvaise conception va être pire que les crates ou en stall. Alors, ça rapporte beaucoup à comment on le fait. Et je peux vous dire que nous, on a fait plusieurs erreurs en Europe durant les dernières 15 années à propos de ceci et on a appris certaines choses. Alors oui, c'est absolument vrai. C'est une question qu'il faut qu'on fasse bien attention pour prendre des bonnes décisions. Une question ici du professeur Bruno Silva. Il vous félicite, docteur, d'abord. Et il dit, est-ce que, durant vos études, est-ce que vous faites une corrélation entre la mortalité calcium, phosphore, vitamine D et aussi le type de troubles métaboliques hépatiques? Alors, durant vos études, est-ce que vous faites une corrélation entre la mortalité des truies péripartum avec les niveaux circulants de vitamine D, calcium? Parce que les stress métaboliques qu'une truie subit à la fin de la gestation et durant la lactation est surprenamment élevé. Parce que tout se produit rapidement et à un degré élevé. Alors, je pense que probablement certaines choses, certains indicateurs, comme ceux qu'il a mentionnés, bon, vitamine D, calcium, phosphore, pourraient mieux nous expliquer les actions immédiates à prendre pour éviter les problèmes subséquents. En fait, lorsque vous avez un animal qui, en moins d'un mois, produit 35 de masse corporelle et vous attendez que tout va être normal après ça, non, il faut regarder les détails. C'est une personne que vous êtes trop optimiste probablement, si vous pensez ça. Alors, la partie que le professeur Silva dit, dans les prochaines années, ça vaut la peine de regarder cela parce que probablement, il faut qu'on apprenne et on va voir des choses surprenantes à propos des situations métaboliques, des truies, dans cette période très difficile de leur cycle, bon, de la gestation et de la lactation. Je suis d'accord avec ça. On n'en sait pas assez. Mais s'il fait un commentaire, on a eu des discussions dans les 6 mois à propos de la vitamine D ou A, des choses comme ça. Lorsqu'on fait des tests sanguins au niveau de vitamine C, les niveaux sont très bas, mais les références ne sont pas bien bonnes non plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre à ce sujet et on fait des essais pour essayer de mieux comprendre ces histoires de vitamine D et quoi que ce soit l'autre. Et c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs autres facteurs confondants. Mais je pense qu'il faut qu'on comprenne mieux l'impact de ces minéraux ou ces vitamines sur ce dont on parle. C'est pas nouveau, mais c'est difficile de trouver des bonnes réponses.
Petite question ici de Jason, peut-être que je vais la diriger à Karine et Martin. Jason dit, j'aimerais en savoir plus sur la condition corporelle et comment ça peut contribuer à la mortalité reliée aux maladies périodontales ou les dents cassées. Yeah, I'm not sure. I can start. I don't know how it would relate to the periodontal because Je sais pas si c'est péridontal pour moi, là, c'est nouveau pour moi, les maladies péridontales. Je regarde pas souvent la bouche détruite. Alors, c'est quelque chose que je vais commencer à regarder. Mais pour la condition corporelle, une fois de plus, on parlait de nutrition et on va parler des vitamines. On nourrit les truies surtout en tant que groupe, visuellement. On dit, ah bon, elle est en lactation, on va lui donner la nourriture pour la lactation, les truies en lactation. On utilise des courbes générales. Bon, on a vu des données très intéressantes. Que voici comment les truies mangent. Non, il y a un intervalle. Et comment elles veulent manger aujourd'hui, ça a rapport avec la température, comment elles se sentent, qu'est-ce qu'elles veulent manger. Et on en prend pas assez compte. L'autre chose, c'est durant la gestation, on donne un régime durant toute la période de gestation. Mais il y a des besoins différents pour une truie qui ne se reproduire complètement à 2 semaines avant la mise bas. Alors, ça va avoir un impact. Ça ne répond pas directement à cette question. Bon, je n'ai pas fait le lien là, mais manifestement, si elle souffre, elle ne mangera pas aussi bien. Et ça peut ajouter un stress. Mais je pense qu'on ne nourrit pas les truies individuellement. Mais avec les nouvelles technologies, avec la gestale, bon, on commence à se diriger vers l'alimentation de précision où on peut donner à chaque truie ce dont elle a besoin. Oui, ça a du sens. Et aussi, on sait que la mauvaise condition corporelle va avoir plus d'effets sur le prolapsus. Ça, c'est bien documenté. Alors, bien sûr, c'est quelque chose comme Kevin va décrire. C'est le mieux qu'on peut faire pour éviter ces mauvaises conditions corporelles. Ça va aider à diminuer la mortalité. Oui, certainement. Ça a du sens. Une dernière question, et ensuite, je pense qu'on devra conclure ici. Une question pour le groupe. Bon, les porcelets par truie pour toute la durée de vie de la truie. Est-ce que c'est une meilleure façon de cataloguer les truies? Oui, oui, oui. J'en ai parlé dans le passé et Carlos aussi. C'est un gars des données, alors. Mais oui, la taille, la portée, c'est important, mais la longévité des animaux. Et on voit qu'on peut améliorer la taille des portées en faisant des choses différentes avec les cochettes, mais en poussant la cochette avec des tailles de portée plus élevées. Peut-être que la productivité durant toute la vie est diminuée. Et on avait des données qui prouvent cela. Alors oui, la productivité pour toute la vie, ça va prendre en compte la performance de la truie, de la ferme, mais aussi la longévité et le fait qu'elle ne va pas mourir et qu'elle ne va pas être réformée, ce qui est très important. Alors je pense que, et je ne sais pas, Carlos, c'est un commentaire à ce sujet-là, est-ce qu'il y a des bonnes données, des bons systèmes de données? Parce que oui, c'est bien, là, mais je ne dis pas la vérité sur la valeur économique réelle pour une porcherie. Ça, c'est mon opinion. Eh bien, je vous dirais, en général, bon, je suis d'accord, oui, c'est sûr, le nombre de porcelets durant toute la vie de la truie, ça, c'est une meilleure indication. Et moi, je rajouterais quelque chose. C'est pas seulement le nombre de porcelets, mais aussi le kilogramme produit pour la vie. Parce que c'est pas seulement parce que vous produisez plus de kilogrammes et ça veut dire plus de dollars immédiatement, mais la performance des porcelets plus lourds dans la période post-sévrage est très différente lorsque vous avez des porcelets de 5 kg, quelque chose comme ça, ou des porcelets de 7 kg, etc. Et il semble que ce n'a pas un impact, en tout cas, ça n'empire pas beaucoup la production annuelle de la truie. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en Europe, surtout parce qu'on était forcé de le faire. Il fallait qu'on ait 25 ou 28 jours de sévrage. Et nous, on n'avait pas de données sur ça. Mais la qualité des porcelets est meilleure, non seulement parce qu'il y a des kilogrammes, mais aussi pour ce qui est de ce qu'on peut faire plus tard avec ce porcelet. Alors, Blair, si je peux le faire, un petit commentaire à propos de cela. Tout le reste des questions qui sont dans le clavardage, je vais y répondre un par un plus tard. Alors, je n'oublierai pas les questions qui m'ont été. Et Blair, si je peux, j'aimerais parler d'une question. Je ne vais pas oublier parce que tout est très important, là, mais ça a rapport à qu'est-ce qu'on peut faire avec les cochettes dans les grands groupes parce qu'elles souffrent beaucoup.
Ça, c'est l'avantage des plus petits groupes. Dans les grands groupes de trucs, c'est très difficile de gérer ces problèmes. Mais avec les petits groupes, où on peut mettre n'importe où dans nos fermes, nous, on a fait des mini, la gestation pour les cochettes, juste avec un de ces systèmes de petits groupes. Considérez ceci lorsque vous faites ça. Les petits groupes sont plus polyvalents que les grands groupes. Et ceci a un impact sur le sujet de cette... En tout cas, désolé pour cette longue question, longue réponse, mais je ne voulais pas oublier cela. Oui, merci pour ce commentaire, Carlos. Malheureusement, c'est le temps que nous avons. Je veux remercier Carlos pour sa présentation. Votre présentation était très intéressante. Aussi, je remercie tous nos panélistes, Dan, Martin, Karine. J'apprécie que vous avez pris le temps aujourd'hui. Et aussi, je veux remercier nos commanditaires une fois de plus, Demeter et Nutrition Athéna, pour avoir commandité cet événement. Et pour notre auditoire, veuillez vous joindre à nous pour le programme de la semaine prochaine qui va être sur mélanger les cochettes et les pluies. Alors, merci tout le monde.